Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 – Cadrage théorique et comptable. Schéma théorique de référence. Tout au long de cet ouvrage, le schéma théorique de référence est celui du modèle keynésien à court terme. Les prix sont supposés fixes et il y a excès d'offres sur les marchés du bien, capacités excédentaires de production et du travail, chômage. L'équilibre macroéconomique de court terme est réalisé à un niveau de production qui laisse, d'une part, les entreprises avec des marges de production rentables inexploitées, et d'autre part, des ménages en situation de chômage. L'existence de marges de production inexploitées au sein de l'économie domestique s'explique ici par l'insuffisance de la demande globale de biens qui oblige, toutes choses étant égales par ailleurs, les entreprises à limiter leur production et leur demande de travail. Ainsi, l'excès d'offres sur le marché du travail rend compte, indirectement, de l'insuffisance de la demande globale de biens. Chez Keynes, la problématique du traitement macroéconomique du chômage rejoint donc celle de la relance de l'activité économique, qui s'apparente elle-même au sujet de la stimulation de la demande globale. Pour ce faire, Keynes préconise des mesures de politique économique destinées à accroître la demande globale pour parvenir au plein emploi. La formalisation macroéconomique du schéma keynésien débouche sur des modèles dits de demande, par opposition aux modèles d'offres, inspirés par les approches théoriques classiques et néoclassiques. Dans le contexte keynésien de prix fixe ou rigide à court terme, les ajustements de marché se font par les quantités demandées. Ce sont donc les comportements de demande qui permettent de résorber les offres excédentaires sur les marchés du bien et du travail. D'où la qualification de modèle de demande, lorsque le schéma théorique sous-jacent décrit un enchaînement de type keynésien. Cette approche théorique keynésienne inspire largement les analyses de conjoncture macroéconomique, dans la plupart des économies dites économies de marché. Cadre comptable. L'économie domestique considérée comporte 4 agents, entreprise S, ménage H, administration A et extérieur U, et 5 actifs, un bien, le travail N, la monnaie M, les titres domestiques B et les devises R. Les ménages salariés sont propriétaires des entreprises qui leur versent des salaires, et l'intégralité de leurs profits sous forme de dividendes et d'intérêts. Seule l'administration, qui regroupe les administrations publiques et le système bancaire, détient des devises dans notre économie. C'est elle qui dispose par ailleurs du privilège de l'émission de la monnaie domestique légale. Les ménages, tout comme les entreprises, ne détiennent pas de devises. Par contre, les ménages détiennent des titres domestiques et l'intégralité de la monnaie domestique émise, masse monétaire. Quant aux non-résidents extérieurs, ils investissent en titres publics domestiques, produisent le bien étranger, substitut parfait du bien domestique, et émettent les devises. Les titres domestiques sont émis par l'administration et les entreprises. L'économie domestique est celle d'un petit pays, en comparaison avec celle de l'extérieur. Les variables économiques de l'extérieur s'imposent donc à l'économie domestique. Tableau économique d'ensemble. Le tableau économique d'ensemble, TI, est une représentation simplifiée du système économique, sous la forme de comptes consolidés et articulés. Il permet à la fois d'illustrer et de rendre compte des principales interdépendances entre les agents économiques, dans leurs rapports de transfert et d'échange sur les différents marchés. Avec cette représentation simplifiée, il est plus aisé de dégager et d'analyser les liens globaux qui apparaissent au sein d'une économie. Ces liens associent aussi bien des agents économiques, à travers des interdépendances dans les comportements, que des marchés, à travers des interactions dans leurs ajustements. Les liens évoqués ici peuvent être formalisés par des relations fonctionnelles. Cette approche, qui est adoptée tout au long de ce manuel, débouche sur le concept de modélisation macroéconomique. L'analyse se réfère dans ce cadre à un modèle macroéconomique, c'est-à-dire à un ensemble de liaisons fonctionnelles synthétisant le fonctionnement du système économique domestique. Le concept de système économique renvoie aux caractéristiques structurelles d'une économie et aux particularités de l'ensemble des rapports d'échange et des relations de transfert qu'entretiennent les agents au sein de cette économie. Les agents économiques entreprise S, ménage H, administration LA et extérieur U, sont en effet en rapport d'échange sur des marchés, biens, travail N, monnaie M, titres domestiques B, et devises R,
dans la perspective d'atteindre leurs objectifs respectifs. Ainsi, les ménages cherchent à acquérir et consommer davantage de biens pour améliorer leur utilité. Les entreprises, qui offrent des biens sur le marché, recherchent le maximum de profit, etc. Ces comportements sont en théorie dérivés de programmes d'optimisation. Les spécificités de ces programmes d'optimisation, fonctions objectifs, contraintes budgétaires et techniques, etc., et de l'environnement dans lequel ils s'opèrent, prix flexible, prix fixe, contraintes de débouchés, etc., caractérisent aussi le système économique. L'analyse de court terme suppose notamment que dans l'échelle de temps qui est considérée, la technologie de production des entreprises est invariable, de même que la population active et le stock de capital. Par ailleurs, dans la mesure où l'hypothèse de prix fixe est retenue à court terme, l'analyse macroéconomique se fait ici en volume, en termes réels et non en valeur, en termes nominaux. Dans leurs comportements respectifs, les agents économiques sont soumis en permanence à leurs contraintes comptables. Le tableau ci-dessous doit de ce fait être équilibré en colonnes. Si les équilibres en ligne sont de surcroît assurés, le tableau détermine un état d'équilibre du système économique. Dans la mesure où les contraintes comptables sont respectées, les échanges en actifs, biens, monnaie, titres, devises et les opérations de répartition, impôts, revenus salariaux et non salariaux, sont tous assurés. Tableau économique d'ensemble, TI. Les fondements microéconomiques des propriétés des fonctions de demande retenues dans le modèle ne sont délibérément pas abordés dans ce manuel. Le traitement de ce sujet macroéconomique important impose en effet des développements formels complexes qui peuvent, dans ce cadre, faire ombrage à l'objet principal de ce livre, qui est d'étudier les propriétés globales du modèle macroéconomique keynésien dans une perspective d'analyse conjoncturelle. Lexique des variables. La plupart des variables dans ce manuel sont exprimées en termes réels en raison de l'hypothèse de prix fixe à court terme. I est le produit global, C est la consommation des ménages, I est l'investissement des entreprises, G est la consommation publique, dépenses publiques, X les exportations, les importations. ND, NO respectivement la demande de travail des entreprises et l'offre de travail des ménages. Delta RU, la variation des dettes évaluées en monnaie domestique des non-résidents vis-à-vis de l'administration. Delta RA, la variation des créances en monnaie domestique de l'administration sur les non-résidents, MO, MD, respectivement l'offre et la demande de monnaie, BHD, BUD, respectivement les demandes de titres domestiques des ménages et des non-résidents, BSO, BAO, respectivement les offres de titres domestiques des entreprises et de l'administration. T les impôts, P le niveau du prix du bien en monnaie domestique, P le niveau du prix du bien en devise. E le taux de change nominal au certain, prix d'une unité de monnaie domestique en devise, et A taux de croissance anticipé du taux de change nominal, le taux de change réel au certain, W taux de salaire réel, R, respectivement les taux d'intérêt réel domestiques et étrangers, PS, profit réel des entreprises, dividendes et intérêts versés, PIA, charge d'intérêt en termes réels de l'administration, PIH, intérêts et dividendes perçus, revenus non salariaux en termes réels par les ménages, PIU, intérêts réels perçus par les non-résidents, TOA, la part des ménages dans les intérêts versés par l'administration. Par ailleurs, malgré les soins souvent apportés à la présentation des fondements théoriques des fonctions microéconomiques de demande, l'intégration de celles-ci dans les modèles macroéconomiques soulève des questions théoriques qui restent largement sans réponse pertinente. Toutefois, des justifications théoriques d'ordre microéconomique sont fournies tout au long de l'ouvrage pour aider à la compréhension de certaines propriétés du modèle macroéconomique. C'est notamment le cas à la fin de ce premier chapitre. Contrainte comptable. La contrainte comptable des entreprises débouche sur la relation 1.1 qui indique la source de financement de leurs investissements. Dans la mesure où les entreprises distribuent l'intégralité de leurs profits, elles financent leurs investissements par emprunt sur le marché des titres domestiques. Les ménages perçoivent des revenus salariaux, WN et non salariaux, PH, sur lesquels ils payent des impôts, T. Leur contrainte comptable, relation 1.2, explicite la structure de placement de leur épargne. Celle-ci est répartie en titres et monnaie domestique. Le solde budgétaire global, solde primaire, TG, et la charge d'intérêt sur la dette publique PIA,
de l'administration est donné par le membre de gauche de sa contrainte comptable, relation 1.3. Cette relation précise le mode de financement du déficit global de l'administration. La contrainte comptable des non-résidents en relation 1.4 définit le solde de la balance globale des paiements qui agrège les soldes de la balance des transactions courantes, balance commerciale et balance des invisibles, PU, et de la balance des flux financiers non monétaires, BUD. Équilibre de marché. Les relations 1.5, 1.6 et 1.7 définissent les équilibres sur les marchés du bien, de la monnaie domestique et de la devise. Le marché du travail est par hypothèse en situation d'excès d'offres, chômage, de sorte que c'est la demande de travail qui détermine le niveau d'emploi associé à l'équilibre macroéconomique. Les opérations de répartition. Les revenus non salariaux des ménages, PH, regroupent d'une part les dividendes et intérêts versés par les entreprises et d'autre part les intérêts versés par l'administration. Les non-résidents qui détiennent des créances sur l'administration perçoivent en contrepartie des intérêts PU. La clé de répartition des intérêts sur la dette publique entre les ménages et les non-résidents, TOA, est supposée prédéterminée. La charge d'intérêt sur la dette de l'administration, PIA, dépend de l'encours de sa dette cumulée et du niveau du taux d'intérêt. Les fonctions de demande. Ménage. Avec. Les relations 1.12 et 1.13 représentent les fonctions de demande de biens et de monnaie des ménages. Ce sont des fonctions croissantes du revenu et décroissantes du taux d'intérêt. Entreprise. Avec. I égale Gn, avec G0 égale 0, G0 est la fonction de production de court terme, stock de capital invariant. Elle décrit la technologie de production des entreprises, supposée invariable à court terme. La demande de biens des entreprises, fonction d'investissement 1.14, est croissante en I et décroissante en R. La demande de travail des entreprises, relation 1.15, croît avec la quantité produite du bien. Connaissant la demande globale de biens, les entreprises qui disposent de marges de production rentables inexploitées déterminent, compte tenu de leur technologie de production de court terme, le niveau d'emploi nécessaire à la production de la quantité demandée du bien. Demande du bien étranger par les résidents. Avec. La fonction Z relation 1.16 représente les importations qui s'appréhendent comme une demande du bien étranger par l'ensemble des agents résidents, ménages, entreprises et administrations. La demande du bien étranger croît avec les revenus des résidents. Elle augmente également lorsque le bien étranger coûte relativement moins cher que le bien domestique. Non-résident. La fonction F, relation 1.17, retrace les flux de capitaux spéculatifs détenus par les non-résidents. Lorsque l'écart de taux est favorable aux titres domestiques, les non-résidents investissent en titres domestiques, et il y a ainsi une entrée de capitaux au sein de l'économie domestique. Dans la configuration inverse, les non-résidents se désengagent des placements en titres domestiques et il y a sortie de capitaux. La fonction X relation 1.8 représente les exportations qui s'interprètent comme une demande de biens domestiques exprimée par les non-résidents. Ceux-ci réduisent leur demande de biens domestiques lorsqu'ils coûtent relativement plus cher que le bien étranger. Nomenclature des variables. Les variables dont les valeurs d'équilibre sont déterminées par le modèle macroéconomique, variables endogènes, se distinguent de celles dont les valeurs d'équilibre sont prédéterminées, variables exogènes. Certaines variables exogènes peuvent être manipulées à des fins de politiques économiques. Ces variables exogènes manipulables sont considérées comme des instruments de politique économique. Les autres sont des variables exogènes non instrumentales. Le modèle macroéconomique retenu ici comporte 4 instruments de politique économique, G, T, MO, Q ou delta, et 5 variables exogènes non instrumentales, R, P, TOA, P. Pour ce qui est des variables endogènes, elles sont au nombre de 19, Y, I, C, X, Z, MD, BHD, BUD, BSO, BAO, R, delta ou Q, delta W, ND, PS, PIA, PH, PU. Les valeurs d'équilibre des 19 variables endogènes du modèle sont déterminées par les 18 relations ci-dessus, auxquelles se rajoute l'équilibre du marché des titres domestiques,
qui n'est pas explicitée ici en vertu de la loi de Walras. Celle-ci prescrit, à l'équilibre macroéconomique, la nullité de la somme des demandes excédentaires sur les différents marchés. En consolidant effectivement les relations 1.5, 1.6 et 1.7, on obtient l'égalité suivante si la loi de Walras est vérifiée. Or, d'après les contraintes comptables des agents relation 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4, on a la relation 1.9 se réécrit ainsi compte tenu des expressions ci-dessus. Car PH plus PE égale PA plus PS par construction, opération de répartition. Le marché des titres domestiques est donc implicitement équilibré lorsque la loi de Walras est vérifiée. Notre modèle macroéconomique, qui recense l'ensemble des relations, comptables, technologiques, institutionnelles, comportementales, qu'entretiennent les différentes variables économiques, s'identifie ainsi à un système de 19 équations à 19 inconnues, variables endogènes, dont on sait que sous certaines conditions, il admet une solution unique caractéristique d'un état d'équilibre de notre économie. La recherche de l'équilibre macroéconomique s'apparente donc à la détermination d'un mode de résolution d'un système d'équations. La connaissance des valeurs d'équilibre de certaines variables endogènes, variables inconnues, détermine la résolution complète du modèle de façon récursive. Il en est ainsi parce que les variables endogènes du modèle sont liées par des relations fonctionnelles. Il est donc habituel de s'en tenir à la détermination des valeurs d'équilibre des variables endogènes principales dites variables de bouclage. Il s'agit en économie ouverte du volume du produit global I, du taux d'intérêt réel R, du taux de change réel Q en change flexible ou du volume des réserves officielles de change delta Ra en change fixe. Quelques fondements théoriques des fonctions de demande. Rappel sur le principe de l'actualisation. Le principe de l'actualisation repose sur l'hypothèse selon laquelle les agents économiques ont une préférence pour le présent. Ils préfèrent disposer de 1 euro aujourd'hui, plutôt que de l'avoir demain. La conséquence de cette hypothèse, c'est que pour qu'une somme X d'aujourd'hui soit équivalente à 1 euro demain, il faut nécessairement qu'elle soit inférieure à 1 euro. En d'autres termes, X, la valeur actuelle de 1 euro à percevoir demain est inférieure à 1 euro. A plus grand que 0 est le taux d'actualisation. Il mesure la rémunération minimale qu'on exige demain, en contrepartie de la renonciation à 1 euro aujourd'hui. Logiquement, les agents économiques exigent au minimum ce que leur rapporterait demain le placement de leur euro sur le marché des fonds prêtables. C'est pour cette raison qu'on retient généralement le taux d'intérêt sur le marché des fonds prêtables comme taux d'actualisation, alpha égale R. Actualiser, c'est déterminer la valeur d'aujourd'hui, V0, d'une somme à percevoir dans le futur, Vn. Capitaliser, c'est déterminer ce que vaudra dans le futur, Vn, une somme perçue aujourd'hui, V0. Par définition, on a la demande de biens des ménages, la fonction de consommation. On suppose que le ménage représentatif opère son choix de consommation dans un cadre intertemporel. Il a accès à un marché parfait de fonds prêtables, avec la possibilité de transférer son pouvoir d'achat d'une période à l'autre, en contrepartie d'un taux d'intérêt qui est un prix relatif intertemporel. Le temps est subdivisé en t périodes égales, t égale 1 t. Les variables Wt, Yt, dt, ct, uct sont respectivement le patrimoine, le revenu, la dépense, la consommation et l'utilité du ménage représentatif à la date t. T est la durée de vie du ménage. En début de vie, il dispose d'un héritage, W0. En fin de vie, il ne laisse aucune dette. Le niveau du prix du bien de consommation est normalisé à 1. Sous ces hypothèses, les revenus et les dépenses actualisées du ménage sur toute sa durée de vie sont les suivants. U égale U, C1, CT est l'utilité du ménage sur toute sa durée de vie. UCT plus grand que 0, UCT plus petit que 0, T égale 1, T le programme du ménage couvre toute sa durée de vie. Pour T égale 2, on a la condition suivante à l'optimum du programme. TMS est le taux marginal de substitution intertemporelle. Il mesure le supplément de consommation future, DC2, nécessaire pour compenser une perte marginale de consommation courante, DC1, de telle sorte que le niveau d'utilité globale du ménage sur les deux périodes soit préservé.
En posant TMS égale 1 plus P, le paramètre P mesure le supplément de consommation future nécessaire pour compenser la perte d'une unité de consommation courante de manière à préserver le niveau d'utilité globale du ménage. Ce paramètre est d'autant plus élevé que la consommation courante est faible, et vice-versa. En effet, lorsque consommation courante est faible, le ménage ne consent à y renoncer que si la contrepartie dans le futur est élevée. On peut donc assimiler le paramètre P à un taux de préférence pour le présent. Lorsque la consommation courante est faible, la préférence du ménage pour la consommation présente est élevée. Lorsque la consommation courante est élevée, la préférence du ménage pour la consommation présente est faible. À l'optimum du programme du ménage, on a R égale P. En effet, si R plus grand que P, le ménage peut accroître son utilité globale en arbitrant pour la consommation future, c'est-à-dire en épargnant au présent. En réduisant sa consommation courante, au profit de l'épargne, il améliore son utilité globale, parce que son supplément de consommation future, DC2 égale R, excède ce qui est nécessaire au maintien de son niveau d'utilité globale initiale, DC2 égale P. À l'optimum du ménage, une augmentation de son patrimoine, toutes choses étant égales par ailleurs, améliore sa consommation sur toutes les périodes de sa vie. Par contre, une augmentation du taux d'intérêt a des effets incertains en termes de consommation, parce qu'elle génère à la fois un effet de revenu et un effet de substitution. L'effet de revenu, qui est induit par une meilleure valorisation de l'épargne du ménage, améliore ses consommations présentes et futures. L'effet de substitution réduit la consommation présente au profit de la consommation future pour la raison évoquée ci-dessus, R plus grand que P. Si l'effet de substitution intertemporelle domine l'effet de revenu, une augmentation du taux d'intérêt réduit la consommation courante. C'est cette hypothèse qui est généralement retenue pour justifier la baisse de la consommation courante, lorsque le taux d'intérêt augmente. En supposant que le ménage est dans un environnement d'information parfaite, que sa fonction d'utilité est additive, que le taux d'intérêt est nul, de même que le taux de préférence pour le présent, son programme serait écrit ainsi. Le Lagrangien du programme est le suivant. À l'optimum du programme, on a l'utilité marginale de la consommation est constante égale à lambda à l'optimum du ménage. Il en est de même pour les niveaux de consommation aux différentes périodes, Ct égale U-1 lambda égale C, T égale 1 T. À l'optimum, on a ainsi. Il apparaît que le ménage consomme la même fraction de son patrimoine à chacune de ses périodes de vie. Autrement dit, ce n'est pas le revenu perçu sur une période de vie qui détermine la consommation du ménage sur cette période. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.